Bonsoir, merci d'être là et je donne la parole à Valérie. Je rappelle, Madame Castel fera le secrétariat et on ouvre ce conseil municipal. Antoine Véran. Présent. Michel Castel. Présent. Thierry Niès. Présent. Gisèle Bissini. Présent. Jean-Pierre Frazot. Présent. Gisèle Merz. Présent. Louis de Brandy. Présent. Patrick Marx. Présent. Jean-Claude Guiron. Présent. Daniel Claponi. Présent. Jérémy Chanel. Présent. Georges Robert. Présent. François Sins. Présent. Marina Bonnefond. Présent. Jean-Louis Morena a donné pouvoir à Michel Bourgogne. Nathalie Leblond. Je ne sais pas. Ça me au moment du Michel Bourgogne. Présent. Isabelle Chemin. Présente. Patrice Miranda. Présent. Claude Ménoveau. Nicolas Braquet a donné pouvoir à Antoine Véran. Christine Perret. Présent. Jean Chirba. Présent. Frédéric Sala. Présent. Alain Baudy a donné pouvoir à Jean Chirba. Ariane Masseglia. On attend. Jean-Luc Lopez. Présent. Merci. Sur le procès verbal, avez-vous des questions de la séance? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Modification du nombre de postes d'adjoints au sein de la collectivité. Lors du départ d'Éric Bégueil, j'avais demandé un temps de réflexion. Ah pardon, non, excusez-moi, oui, tout à fait. Je viens de me rappeler alors, je vais un peu vite. Deux documents, c'est important, oui, tout à fait. Deux documents importants, le SDEG, cette fois-ci, c'est réellement le dernier, puisqu'au 1er juillet, Enedis a repris le contrat, et donc c'est Enedis qui gérera pour la métropole. Les autres communes du reste du département restent sous l'autorité du SDEG, et donc tout est repris. Et comme je vous l'ai déjà dit, je vous le confirme, le classement de la métropole va se faire en urbain, y compris pour Saint-Dalmas Selvage, et ce qui implique un certain nombre de modifications plutôt à l'avantage du contribuable, puisque ça veut dire que, par exemple, avant, il y avait la note des 30 mètres pour demander la gratuité du raccordement, alors que là, ça va être de fait Enedis qui effectuera le raccordement pour, je parle là, bien hors collectivité, mais pour les constructions de maisons. Donc voilà, le SDEG change et la délibération a été prise et la date d'effet c'est juillet, avec un biseau parce qu'il y a des emprunts en cours, il y a des grosses actions de raccordement qu'on ne stoppe pas comme ça, mais en tout cas voilà, on aura une fête qui se tiendra, je pense, au mois de juin. Mais on est bien avancé maintenant, puisque je fais partie du groupe de travail qui gère ce dossier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, alors on a eu un doute, est-ce que vous avez eu le CD à disposition et le volume sur la métropole, qui était à votre disposition? Il y a des choses qui étaient difficiles à charger parce que c'est lourd. Ouais, c'est très lourd. Alors, et non seulement ça, mais on a demandé. Alors nous, et je pourrais vous en faire des copies, c'est ce que j'ai moi, c'est un résumé, mais on a demandé que l'an prochain soit présenté et envoyé à tous les élus un résumé, parce qu'effectivement c'est un bouquin comme ça, à télécharger énorme, et puis on peut rien dire. Par contre, il y a les grands chiffres, voilà, qui est à disposition. Voilà, donc la métropole continue d'investir. La grande nouveauté, c'est que la loi MAPTAM et SRU nous impose le passage de la compétence tourisme aux métropoles, et donc nous y travaillons, et que là aussi ça devra être effectif. Le préfet nous a sommé par une lettre enjoignant toutes les collectivités, y compris la métropole, d'avoir terminé ce transfert au 1er juillet, parce que nous avons à peu près un an de retard. Et donc, tout doit être terminé au 1er juillet pour le transfert aux métropoles de la compétence tourisme, qu'elle soit de la communication, la promotion à l'international qui était déjà une compétence. Et là, c'est ça. Reste compétence des collectivités, l'animation et faisait l'office du tourisme avec les associations. Voilà.
Donc ça, c'est la loi d'Alta, et nous nous consacrons. Le préfet ayant d'ores et déjà bloqué tous les paiements et les financements, et notamment quelque chose de très important, pas pour nous, mais pour le littoral et surtout la montagne, ce qu'on appelle le surclassement. Je vais vous donner un exemple. Isola, ils sont 300 ou 400, je sais plus, et ils ont un surclassement à 15 000. La dotation, la DGF et tout, est calculée sur ce surclassement. Et le préfet a bloqué tout ça tant que la compétence ne sera pas transférée aux métropoles. Donc il est venu s'exprimer devant le Conseil des maires pour dire voilà, stop et faire. Voilà les grandes différences. Pour le reste, la gare est rude financière en permanence et c'est un budget de 800 millions en fonctionnement et de 600 millions en investissement. Voilà, donc le CD est à votre disposition et si vous voulez, on fera une copie de ce que j'utilise, c'est-à-dire des extraits de certains de chapitres, mais c'est assez significatif. Voilà, le résumé budget. Ensuite, les activités que j'ai réalisées, que nous avons réalisées, parce que c'est pas moi en plus. Donc il y a une négociation des emprunts qui a été actualisée et menée à bien au Crédit Agricole, et on regarde deux autres prêts que l'on a en cours par Patrick Marx sur des emprunts dont on a renégocié des taux de façon très intéressante et qui vont nous aider. Nous en parlerons bien sûr dans le DOB et dans le budget, mais je vous donne un premier élément. On est passé d'un taux de 3,91 à 0,91 sur certains prêts collectifs. Donc Patrick en parlera plus longuement dans le DOB et dans la partie réaménagement. C'est par là de 300 000 € d'économie sur la durée des prêts. Ensuite, on a loué un studio qui est l'ancien studio dans les locaux de la maison de l'Angle à M. Magnolou, qui est l'agriculteur qui est installé et qui commence à travailler sur l'exploitation. Les travaux de défrichement vont attaquer et on est en retard sur la livraison de la villa qu'on doit réparer. Il y a une commission des marchés demain matin d'ailleurs, puisqu'on a dû relancer l'appel d'offres et les travaux ont du retard. On a 3 lots infructueux. Voilà, 3 lots infructueux et donc on a mené un accord avec l'établissement foncier régional à 180 € par mois ce petit studio pour qu'il puisse commencer à travailler. Maintenant qu'on a classifié en bio le site, on peut commencer à défricher. Ensuite, il y a plusieurs achats de concessions, de location de cases et de renouvellement qui sont en cours. Monsieur et Madame Henri Chélis, Madame Irina Torignal, Monsieur Georges Fayola, Madame Colette Martin, Monsieur Alain Nampon et Madame Marie D'Agostino. Cases et concessions. Et nous avons également resté en justice, puisque le bar des Trois Amis, c'est-à-dire Enfants sur le glacier, nous contraint sur une perte d'exploitation, puisqu'on a fermé pendant plusieurs mois le temps de réparer des fuites d'eau, de recherche et des bagarres d'expertise. Donc nous avons resté en justice. Voilà pour les actions du maire. Est-ce que vous avez des questions sur ces sujets ? Merci. Donc, je reviens au début. Nombre d'adjoints au maire au sein de la collectivité. Alors, au départ d'Éric Weigel, j'ai tenu à remettre à jour tous les tableaux, les activités, les actions des adjoints. Et donc, j'avais supprimé le poste pour qu'il n'y ait pas de débat et de discussion. Nous avons travaillé sur la question et nous avons décidé de réouvrir le poste d'adjoint à la sécurité parce que le besoin est nécessaire, notamment dans les commissions sur la sécurité, un certain nombre de fonctions que j'ai déléguées à Michel Castel, sur le DICRIM, sur les PCS, sur les plans
de secours que le préfet nous inonde actuellement, c'est son dada, hein, donc on est noyé de contraintes, de codes, de regards, notamment sur tout ce qui est l'inondation, pas encore l'incendie, il a découvert, il ne connaissait pas l'incendie, hein, maintenant de savoir les différents postes, mais je peux vous dire que là maintenant, ça y est, il commence à s'occuper des PPRI, alors qu'il s'occupait que des inondations, et maintenant il commence à regarder les PPR incendie. Nous, on a déjà une grosse partie du travail qui est fait, mais il est prescrit, mais il n'est pas fait. Donc on est en attente. Et donc j'ai besoin que quelqu'un puisse nous suivre, nous représenter. Et donc j'ai décidé de réouvrir ce poste et de nommer un 8e adjoint au maire. Donc, comment? Oui, 4e dans l'ordre du tableau, c'est ça, hein? 4e dans l'ordre du tableau. C'est 7e ou 4e? 7. Ah oui, 7 nombres d'adjoints, et voilà. Eric était 2e adjoint. Voilà. 7. 8, porté à 8, 7 plusieurs, ça fait 8. Voilà. Donc, la première délibération concerne la création de ce poste. Et ensuite, il faudra le remplir. Donc, qui est contre? Qui Juste une s'abstient petite pour remarque. la création de ce poste? Il y a quelques mois, quand M. Weigelt était parti, vous n'aviez pas rempli le poste, on avait posé la question, vous nous avez dit que ce n'était pas nécessaire. Oui, eh bien, le fait est là et que le travail C'est bien de réfléchir. Qui est contre? On n'a pas vu personne. Merci. Donc, la délibération numéro 2, j'ai demandé l'abstention. Numéro 2 nécessite un vote à bulletin secret et tout d'abord me faire savoir s'il y a des candidats. Les candidats, c'est Ah non, le bulletin personnel. Oui. D'accord, très bien. Donc, la majorité propose M. Jean-Claude Guérin. Donc on va faire circuler l'urne et vous faire passer les bulletins. Vous avez des bulletins? Vous aviez préparé des bulletins, non? Donc on va vous donner des sur papier blanc, hein, on va vous faire passer des papiers blancs. la délégation, ça n'a pas été clair. Comment? Quelle délégation? Titre de l'opposition, Sécurité, Madame civilité. Ariane Masséguia. Citoyenneté, pas civilité, Et citoyenneté. au titre de la majorité municipale, M. Jean-Claude Guérin. Bah oui, d'autant plus que si la sécurité concerne les plans de prévention, on considère que j'ai un certain nombre de capacités à ce sujet-là, d'analyse et d'intervention pour le bien de tous. Il a fait qu'on fasse Le scrutin est ouvert, l'urne circule. Ceux qui ont les pouvoirs mettre 2 bulletins, par exemple, M. Bourgogne, je prends le pouvoir de Jean-Louis, Un autre bulletin, là. M. Maire. Vous avez des papiers? Vous avez des papiers? Vous en avez? Non, alors est-ce qu'on peut simplement, c'est peut-être plus simple, pour ceux qui ne veulent pas que ce soit M. Guirand, Ah, mais veiller, oui, là, marquer Oui, le oui, nom. tout à fait. Voilà, ça va nous C'est pas une simplifier la vie. proposition, tout à fait. Oui, oui. Donc la rature est Oui, permise. oui. Donc Jean Gérard a 2 bulletins, ici, Et si, Le bulletin. M. Bourgogne, Voilà, c'est ce qu'on Antoine vient de dire, Véran. c'était plus simple. Donc on peut barrer et mettre ce qu'on veut. Oui, oui, tout Ça, à fait. d'accord. C'est une bonne idée. Vous en avez enfermé quelques Michel, non mais pas nous.
Simplement. De papier. Jean, Ah oui, d'accord, pardon. Il n'y avait pas de bulletin blanc. Tu peux remarquer que si. Tu peux remarquer. Il n'y avait pas de bulletin blanc prévu. Ah oui. oui, c'est vrai. Oui, quand même. Pour un vote à bulletin secret, c'est quand même étonnant, quoi. Vous avez préparé le bulletin de M. Guirand et rien d'autre. Pas de bulletin blanc. Parce qu'on pensait qu'ils étaient sur les tables normalement, les bulletins. Il y a du papier blanc, hein, Il y a du papier blanc sur toutes les tables. Quand même, dans ces cas-là, c'est plus secret. Enfin bon. De toute façon, il est déjà élu. Oui, parce que déjà, Sur la 3, parce que déjà la délibération sur 3, la 3, il y a il déjà est déjà son... mentionné comme 8e adjoint. C'est étonnant quand même. On élit Il avait deux, déjà, et à la 3, il avait déjà cette première. Pardon? Non, mais la délégation, là, La délégation, il n'a pas encore. c'est 8e adjoint. Il est Ah, ouais. C'est déjà marqué, déjà fait. Alors, on fait quoi là? L'autorité des délibérations déjà faites avant le vote? Ben, c'est marqué 8e adjoint au maire. Vous allez le voter. Vous allez le voter. Non, mais c'est pas voté, mais sur la fin, c'est déjà marqué. C'est pas voté, vous allez la voter. Ah oui, et donc, vous avez créé en prévention. Et il vaut mieux qu'on prévoie. Anticiper, là. Monsieur Biès me dit on ne doutait pas de la majorité. Enfin, on peut pas. On peut aussi ne pas faire de conseil municipal, comme ça, ce serait plus simple. Si vous doutez de rien. Vous n'en faites, hein, ça ne vous gêne pas. Hein. Oui, vous, je sais que ça vous gêne pas, mais enfin, la démocratie, c'est ça quand même. Bien. C'est une obligation. Le dépouillement, hein. Voilà. Guirand. Non. J'ai peur. Guirand. Vous avez peur que Mme Séguière soit élue? Non, je ne pas. Vous avez peur que Mme Séguière soit élue? Non, pour M. Guirand, vous avez peur. Ah oui, oui, bien sûr. C'est des trucs à la liste. Ça, c'est Guillard. C'est serré. Là, c'est Guillard. Là, il va dans une poche. Pourquoi? Ah. Qui? Madame Leblond, Non, elle n'est pas là, elle est absente. Je pensais qu'elle aurait voté Mme Séguière. C'est ça qu'on a dit. Si on fait ça, on rigole. Donc, il y en a 7. Il y a une presse. Ah oui, Ah ouais, c'est bien. Tiens, il va te le renvoyer. 6 voix. Il y a 6 voix.
Madame Assoulia. C'est quoi le nom de la liste? Bobis. Il y a là qui D'accord. Donc voilà, M. Guirand est donc élu. Et maintenant, M. Marx a la parole pour la troisième. Combien de voix avec Ah, combien de voix on demande. Excusez-moi. 26. Il est combien? Vous êtes 26, vous êtes 24, 23 présents. Il y a 3 procurations. Deux chez nous et à Naissance. Il n'y en a pas de chez nous. 23 Guirand ici, nous, ça fait pas 27. Ça fait une procuration. Oui, mais Il y a un absent. Il y a un absent, il y a un Mais absent. il y a 27, on est 27. Il y a un La absent. maison est absente. Donc 23 ici, ça fait 29. Nous, on a Il y a un problème. Et au total, il y a un problème. Combien ça fait? Mais non, on est 27. Alors, 27 élus, 26 présents, Oui. 3 procurations. D'accord? Voilà. Donc 26 suffrages exprimés, Ah, d'accord. 20 Jean-Claude Guirand, 6 Ariane Masséguilla. Il y a un absent. Donc c'est quoi? Ok, allez, Patrick. Il y a une troisième délibération, donc, compte tenu des deux délibérations qui précèdent, considérant que l'indice brut de référence servant à la détermination de l'indemnité en fonction des élus locaux a vocation à être modifié, il vous est proposé de décider des dispositions suivantes. Les indemnités maximales votées par le conseil municipal pour l'exercice effectif des fonctions d'élu sont calculées en appliquant le pourcentage du barème lié à la population de la commune à la valeur de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. L'indemnité mensuelle du maire est fixée à 50% du terme référence mentionné à l'article 1er. Les adjoints attributaires de délégation de fonctions percevront une indemnité de fonction égale à 20% de l'indice brut terminal, étant précisé qu'en cas de retrait de la délégation, l'indemnité ne sera plus allouée. Madame Danielle Taconi, conseillère municipale, bénéficiera au titre de ses délégations de fonctions, officier d'état civil dans la zone de Port-Angard, d'une indemnité mensuelle brute de 20% de l'indice brut terminal, étant précisé qu'en cas de retrait de la délégation, l'indemnité ne sera plus allouée. L'ensemble de ces dispositions est porté dans le tableau récapitulatif qui est annexé à la présente délibération. Et l'entrée en vigueur de la présente délibération est fixée au 1er mars 2018. L'indemnité est la même que l'adjoint, alors. Oui, oui, oui. Donc vous avez le tableau avec le détail Grosse information. par individu et par numéro des adjoints dans l'ordre du tableau. Donc M. Jean-Claude Guirand a été rajouté. Donc on arrive à un total pour les adjoints 50% pour le maire et 8 fois 20% pour l'indemnité brute terminale. Et donc là il y a une petite erreur, et la deuxième ligne 50%, c'est pas pour Mme Taconi Daniel, c'est le total. Donc 50% plus 9 fois 20% de l'indice brut terminal. Il doit aller à la ligne. Y a-t-il des oppositions? Bah, déjà une question en euros, selon attribution, ça fait quoi? Ça dépend de l'indice. Oui, bien sûr. L'indice d'un adjoint, ça c'est environ 700 € par mois, brut. Et le maire, 1500. C'est 2 fois et demi. 2 fois et demi. Donc on doit être à 2400, 2500 brut. Merde. Non, 1700. 1750. 750. La question que vous posez, vous vouliez
vouliez connaître le total général, c'est ça, Madame Seguilla? Pardon? Vous vouliez connaître le total général Non, mais des ça, je indemnités? peux le faire. Voilà. Le maximum auquel on peut prétendre d'adjoints, c'est combien? D'adjoints et de délégués? Le nombre? Oui, 8 adjoints. 8 adjoints. Non, mais ça, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a décidé. On C'est peut en le avoir 9, maximum. on peut en avoir 10. Maximum. Non, maximum. Délibération. Et donc la délégation de fonction en supplément, c'est pas, ça C'est fait pas un pas adjoint, l'équivalent d'un c'est deuxième pas adjoint? du tout un adjoint. Ce qui veut dire que derrière, on peut mettre d'autres délégations de fonction. On Il y a, pourrait en mettre d'autres, oui. il y a pas d'enveloppe maximale. Non. Non. Je n'ai pas ma tête à couper, mais non. On peut Mais donner, monsieur Marx, si on veut donner, mais après, il y a des communes qui donnent délégation à la totalité des conseils. On ne revient jamais qu'au système qu'on avait quand il y avait M. Weigel qui était là, puisqu'on Tout à fait. M. Durand avait une délégation. Et Daniel prend la délégation sur tout le on n'est plan pas du obligé bar et de le multiplier protocole. les postes, quoi, Ok. en termes de gestion de l'économie. Qui est contre? Qui est contre? S'abstient. Merci. Conception. Madame Salas aussi, vous comprenez. Merci. Félicitations. À vous, Madame Demande. Numéro 4. Avis de la commune sur le projet de programme local de l'habitat PLH 2017-2022. Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 51-41-41-3, L 52-17. Jusqu'à présent, L Non, mais là, c'est important. le 17-2, vu le Code de la construction et de l'habitation, vu la délibération numéro 22.1 du Conseil métropolitain du 15 décembre 2014 engageant la procédure d'élaboration du 3e programme local de l'habitat 2016-2021, la délibération numéro 22.1 du Conseil métropolitain du 1er février 2018 arrêtant le projet programme local de l'habitat 2017-2022, considérant que l'élaboration d'un programme local de l'habitat PLH répond à la nécessité de définir et de mettre en œuvre une politique locale de l'habitat cohérente, adaptée aux besoins, aux évolutions socio-économiques et aux ambitions de développement de son territoire, que le programme local de l'habitat est l'outil privilégié permettant de dégager des objectifs partagés par toutes les communes membres de la métropole du Côte d'Azur en matière d'habitat, considérant que la métropole, conformément au Code de la construction et de l'habitation, a décidé d'engager l'élaboration d'un 3e programme local de l'habitat pour une durée de 6 ans, 2017-2022, que ce 3e PLH concerne les 49 communes de la métropole. Il tient compte de leurs spécificités, de leurs besoins et de leurs projets, et qu'il devra confirmer la dynamique en place et poursuivre les efforts déjà engagés. Considérant que la métropole a élaboré pendant l'ensemble des acteurs de l'habitat un 3e PLH ambitieux et pragmatique, que ce PLH identifie des objectifs réalistes tenant compte des capacités et des besoins du territoire, que le PLH s'intéresse à l'ensemble des segments de l'offre en logement, hébergement d'urgence et résidences spécifiques, logement très abordable dédié aux ménages défavorisés, locatif social, locatif intermédiaire, accession sociale et intermédiaire. Considérant que le PLH est le document fondateur en matière d'habitat pour les 6 années à venir, que le PLH est le document stratégique de programmation qui définit l'ensemble de la politique locale de l'habitat, article L302-1-2 CCH, qui s'impose au plan local d'urbanisme métropolitain. En effet, le PLU métropolitain en cours d'élaboration doit être compatible avec le PLH. Même si la métropole a fait le choix d'un PLH qui sera un document indépendant du PLUM, les deux démarches sont étroitement liées et sont menées en cohérence. Doit prendre en compte les documents de planification et de programmation qui traitent des besoins spécifiques et locaux, plans locaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, doit prendre en compte les enjeux de déplacement et de transport. Considérant que les ambitions pour ce 3e PLH sont les suivantes. L'habitat, facteur d'attractivité et de développement pour la métropole du Côte d'Azur, pour répondre à l'ensemble des besoins et organiser des vocations résidentielles pour un territoire solidaire et équilibré. Le PLH, levier de renouvellement et d'amélioration du parc ancien. Le PLH, levier pour l'animation et la modernisation partenariale.
Considérant que ce troisième PLH a été construit autour de 5 orientations suivantes. Orientation 1, mettre en œuvre une stratégie foncière économe d'espace et conjuguant capacité et besoins réels du territoire. Orientation 2, promouvoir un habitat durable et solidaire. Promotion 3, produire une offre diversifiée, de qualité, suffisante, accessible et adaptée aux besoins. Orientation 4, renouveler, améliorer le parc de logements existant. Orientation 5, conduire et renforcer la gouvernance et suivre et évaluer le PLH. Considérant que le projet de programme local de l'habitat, tel que joint en annexe de la présente délibération, comprend les documents suivants. Le bilan du PLH 2010, 2015 et 2016, le diagnostic portant sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat sur les territoires de la métropole CA. Ce diagnostic comprend également le volet foncier. Le document d'orientation comprenant l'énoncé des principes et objectifs du programme. Ce document fixe une politique de l'habitat à moyen terme, concrète et opérationnelle, à partir d'objectifs précis, quantitatifs et qualitatifs, dans le cadre global de l'équilibre, de la diversification et de la promotion de la qualité de l'offre de logement, en cohérence notamment avec les orientations du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Le programme d'action définissant les outils et moyens mis en œuvre par la métropole NCA, les communes et l'ensemble des partenaires afin de répondre aux orientations stratégiques. L'enjeu était d'identifier des actions pragmatiques et réalistes, opérationnelles, tenant compte des spécificités du territoire et des moyens financiers contraints dans un contexte législatif évolutif. Enfin, un document de synthèse. Considérons que le programme local de l'habitat 2017-2022 répond aux portées à connaissance de l'État, comprenant toute information utile, ainsi que les objectifs locaux à prendre en compte en matière de diversité de l'habitat et de répartition équilibrée des différents types de logements, communiqué en août 2016 au président de l'ESCOT d'Azur. Que ce troisième PLH 2017-2022 s'appuie d'une part sur les éléments de connaissance rassemblés lors de la phase diagnostique et d'autre part sur un large travail partenarial qui a accompagné l'ensemble du processus. Ce document est le fruit d'échanges et de discussions avec chacune des communes et leurs élus, ainsi que des acteurs de l'habitat, services de l'État, services de la métropole, des communes, du conseil départemental et du conseil régional, établissements publics fonciers, EPA, Plaine du Var, des bailleurs sociaux, des promoteurs et des agents immobiliers, des architectes, des associations. Considérant que plus de 60 réunions spécifiques et événements de partage et de co-construction ont jalonné 18 mois de procédure d'élaboration du PLH, permettant ainsi le débat et l'appropriation des orientations et actions par toutes les personnes morales associées, et plus largement par tous les acteurs locaux de l'habitat du territoire, et que les grandes étapes de la démarche, telles que les scénarios de développement, les objectifs et les orientations, ont été validées en comité de pilotage. Que le programme local de l'habitat 2017-2022, une fois adopté, sera exécutoire sur l'ensemble du territoire de la métropole. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir donner un avis favorable sur le projet du PLH de la métropole NCA arrêté par le conseil métropolitain le 1er février 2018, d'engager la commune à mettre en œuvre les moyens nécessaires et relevant de ses compétences, le programme local de l'habitat, autoriser M. le maire à signer toutes les pièces consécutives à l'exécution de la présente délibération. Annexer la délibération 22 de la métropole et le dossier complet du PLH légalisé. Troisième document, papier disponible en ligne. Ce document. Merci Madame Delandy. Je voudrais remercier ici devant tout le monde le travail qu'a fait Monique tout au long de l'élaboration de ce PLH, une quantité de réunions, de diagnostics, d'éléments statistiques à fournir sur notre commune et autres, et c'est un très beau travail aux côtés de Dominique Esrodi-Sassonne que Monique a réalisé et qui a fait vraiment un très gros travail, s'investissant pleinement pour notre commune, mais aussi pour l'ensemble du PLH métropolitain. Merci. Avez-vous des questions? J'aurais une demande de modification à faire sur la délibération. Dans le considérant de la page 3, l'avant-dernier considérant, il est noté, alors quand même à noter que cette délibération, c'est un copier-coller de celle qui a été faite à la métropole le 1er février. C'est exactement la même. Non, mais c'est
presque Alors ce l'obligation de la document est loi. le fruit d'échanges et de discussions avec chacune des communes et leurs élus. Alors je préférerais qu'on mette, je demande à ce qu'on mette et certains de leurs élus, vu que vous avez remercié fortement Madame de Grandy, mais que depuis 1 an et demi, où vous dites 18 mois de procédure d'élaboration du PLH, on n'en a eu aucun recours. Donc moi j'appelle pas ça un travail avec les élus. On accède à votre requête, certains élus. Ok. Ensuite, 60 réunions spécifiques, 18 mois de procédure d'élaboration. On se retrouve avec un document de 500 pages, qui m'a l'air d'être un énorme travail, et pour lequel on a eu 5 jours pour nous pour travailler dessus. Je trouve ça inadmissible. Ça ne s'appelle pas permettre à des élus de voter un document en connaissance de cause. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, plutôt que d'avoir une longue lecture de la délibération, qui est donc une copie conforme de celle de la métropole du 1er février, la moindre des choses serait que vous nous présentiez un résumé concernant la commune de Levins, de ce gros document de 500 pages. Or, je n'en vois rien. Bonne lecture. Vous avez le document? Comment ça? Vous l'avez ce document? J'ai les 500 pages qui concernent les 49 communes de la métropole. Ce que je vous demande, vu qu'on est au conseil municipal à Levins, c'est de nous faire un résumé sur le PLH métropolitain concernant Levins. Le PLH, il est métropolitain, ça veut dire ce que ça veut dire. La commune de Levins, c'est une parmi d'autres, et le PLH. Donc vous n'avez rien à nous dire sur Levins. On va vous voter un document de 500 pages. que vous connaissez parfaitement, c'est la loi SRU et les lois Non, NOTRe. Non, mais la loi SRU, c'est une chose. Là, il y a un document de 500 pages il y a un qui document va de 100 pages qui déterminer fait un le certain bilan, nombre qui d'enjeux. fait- Oui, qui fait le bilan, qui détermine des Il a enjeux. été élaboré tout au long de ces 18 mois, avec la présence de Madame de Grandy. Mais ça, on le sait, c'est bon, ça ne va pas nous répéter, on n'est pas sûr. Voilà. Non, mais- Ce que je vous demande, c'est Peut-être pas. concrètement, sur Levins, qu'est-ce que ça donne? Il n'y a rien dans les documents. Si, il y a. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de moindre plan, il n'y a que dalle. Quel plan de quoi? Le plan de quoi? Le Quel PLH. plan? Quel Quel secteur vous avez déterminé sur Levins? Pour quel Non, mais type ça, de c'est dans le construction? PLU. Le PLH s'oppose au PLUM, et le PLUM sera lui qui développe les secteurs, et non pas Le le cadre PLH. général donne des C'est pas le secteurs. c'est pas le PLH qui donne les secteurs. Sur les PLH précédents, on avait donné des secteurs. Non, on a donné des secteurs de densification éventuelle dans le PLU et pas dans le PLH. Dans le PLU. Les sites. c'est dans Donc le là, on a un PLU. document de 500 pages qui finalement donne rien. Je peux vous apporter les éléments de réponse. Je vais juste intervenir pour répondre en premier à Mme Sévilla. On a fait une réunion pour toute la population, la réunion de mi-mandat en novembre, et chaque adjoint, vous n'étiez pas là, mais chaque adjoint a présenté un petit peu son travail. Et là, j'ai brièvement et de façon succincte parlé un petit peu du PLH concernant... Mais là, on est en conseil municipal, donc je ne vous Voilà. demande pas une réunion de Non, mi-mandat. une réunion publique. Je vous demande. Toute la population était invitée. Non, mais là, on est Donc, en vous conseil avez municipal. aussi membre de la population. Non. C'est pas grave. La réunion avec la population de mi-mandat, ça n'a rien à voir avec le Alors, au PLH. niveau des orientations, ce sont les orientations générales. C'est-à-dire, on reprend et on ne va pas être à l'encontre de ce que demande la métropole NCA, à savoir l'orientation, promouvoir l'habitat durable et solidaire, ok, d'accord. Produire une offre, non mais on en est là, après, Moi, je vous demande concrètement qu'est-ce que ça donne sur le produire une vin. offre diversifiée, suffisante de qualité. C'est un projet concernant les, corrige Jean-Pierre si je dis des bêtises, mais c'est un projet concernant les nouvelles constructions. Donc il y a des projets qui... Ah, pas parce qu'il peut y avoir des projets sur les anciennes constructions. Il y en a pas. Donc, Les projets PLH, Madame la secrétaire. Moi, je voudrais prendre la parole, ça sera plus Voilà, rapide. non, mais je vais. Voilà. Et le renouvellement sur le parc de logements existants, et vous avez à votre disposition des statistiques, le PIG, on a beaucoup travaillé dessus. Voilà, donc en gros, là, je ne vais pas m'étendre, mais on a de quoi vous répondre. Et bien sûr, les statistiques des logements sociaux, mais ça, je pense que Donc, ça... personne n'est forcément intéressé. Alors, monsieur Fradot, Alors, Monsieur Fradot, il veut dire... il y a peut-être des choses un peu plus concrètes. Bah, je vais vous dire, Je sais pas. j'ai participé pendant une longue période à l'établissement du PLH, et puis quand les décisions concernant la commune de Levins étaient abouties, j'ai quitté. Le PLH 2017-2022, donc parmi les logements qui rentrent dans le PLH, il y en a qui sont déjà réalisés.
vous savez lesquels, Rivet, Orté, etc. En dehors de ça, Orté, c'est un lapsus, la presse, non, mais vous inquiétez pas, non, Orté. Ça c'était dans les PLH précédents, c'était justement les lieux, c'était les sites en jeu qui avaient été... Non mais attendez, laissez-moi finir, vous me laissez finir. Non, mais je voulais finir, c'était juste, voilà. Bon, l'Orté, c'était... Non, mais ça on avait... Tout à fait d'accord. Parce que l'Orté, ça fait partie des SMS qui ont disparu. Je m'en doute, sinon vous seriez vraiment très embêtés. L'Orté a disparu, toutes les autres SMS sont toujours en cours, et en dehors de ces SMS-là, il y a le quartier des traverses, et ça va pas plus loin. Voilà, ben voilà, ça s'appelle une réponse concrète. Merci Monsieur Frazon. L'Orté sort, les traverses rentrent, et le reste est bon, les traverses n'entrent pas à cause de l'Orté quand même. Alors quand même, bon, il y a quand même 500 pages, j'ai quand même lu ça très très vite, parce que quand même, malgré tout, ça a été donné, ça a été voté le 1er février à la métropole. On aurait pu au moins avoir les documents le 2 février, quoi, pas attendre la semaine dernière. Alors à propos des logements sociaux sur le Vars, il y a quand même quelques lignes sur le Rivet. Nous, à l'époque, on avait alerté en disant que c'était quelque chose de complètement inadapté à la commune de Levens. Et que faire des immeubles à Levens... Qu'est-ce qui est inadapté? Attendez, nous, on avait alerté en disant que le... On va pas refaire l'histoire. On avait alerté une. Le loyer, la position... Vous me laissez finir ou pas? Non, je ne laisse pas finir. Vous répondez à cette question. Qu'est-ce qui est inadapté? Voilà. Tout était inadapté. Le lieu, le choix d'avoir fait des immeubles, le choix de faire des immeubles à Levens, et le choix de faire des immeubles en locatif ou en accession sociale ou en accession à 30 km, enfin à 20 km de Nice, alors que l'activité se fait sur Nice et que les actifs en général cherchent à avoir un logement à l'endroit où ils travaillent et ils ne vont pas faire 2 heures de route aller-retour dans la journée. Bref, élections municipales. Je vais vous lire quelques extraits. Je vais vous lire, c'est pas une question, je vais vous lire quelques extraits. Alors ça s'appelle le diagnostic. À Levens, les maisons du Rivet, lancées en mars 2015, proposent un produit familial collectif et individuel à 3 200 € le mètre carré. Cette opération est très mal positionnée par rapport au marché, en termes de prix et de produits. En effet, les appartements T3 et T4 ne sont pas adaptés au marché. La demande en collectif est ici marginale et limitée à des surfaces et budgets modestes pour quelques jeunes actifs locaux. Les prix proposés correspondent à des budgets de ménages non éligibles au PSLA, tandis que ceux sous plafond, lorsqu'ils se positionnent, n'ont pas le budget. Ça, c'est la page 83 du diagnostic. Non, mais vous inquiétez pas, c'est nous qui l'avons écrit. Oui, non, mais bon. On avait juste dit à un moment donné que c'était pas adapté. Vous avez aussi, sauf que vous avez guère de retard. Vous avez aussi. Alors, je voudrais vous répondre là-dessus pour pas. Non, mais je continue à dire quand même. Nous sommes donc une clientèle essentiellement constituée de locaux, plutôt jeunes et célibataires, 30 ans. Regardez la caméra. Ce programme connaît des difficultés. À la caméra, ce programme, non, ça, je m'adresse pas à mes collègues qui probablement n'ont pas tout non plus. Ce programme connaît des difficultés de commercialisation reposant sur le fait que l'on ne fait pas venir. On ne fait pas venir des gens qui travaillent sur le littoral à Levens, car la route est difficile et il y a environ 45 minutes de trajet. Donc moi, ma question, c'est, pour le PLH qui vient, comment va-t-on corriger le tir? Va-t-on continuer à construire des logements sociaux dans une commune où il n'y a pas de besoin? C'est précisément ce qu'il dit. Non, c'est pas. Dans les... Attendez, vous avez lu la DUP? Dans le programme de l'immobilier, vous avez 17 logements sociaux locatifs et les 9 en accession, qui étaient en accession sociale. Les 17 logements sociaux, il n'y a pas de souci, on a encore en stock un tas de demandes qui ne sont pas satisfaites, hélas. Donc ils ont été largement pourvus, sans problème. Et je dis en passant, pratiquement 90% de Levensois, parce qu'on travaille sur les dossiers. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Non, c'est pas la moindre des choses. C'est la moindre des choses qu'on a... C'est 20%. Lorsqu'on arrive avec les réservataires à croiser, bon, je ne vais pas la faire longue là-dessus. Donc, les logements locatifs sociaux, il y a un grand problème. Le problème, effectivement, il s'est souligné, était sur l'accession sociale, parce que c'est un dispositif PSLA, prêt social, locatif et accession. C'est un petit peu, bon, pas très connu. Et
il se trouve qu'il y a un paradoxe, à savoir, il y a quand même un plafond de revenus, parce que c'est une accession sociale pour les gens qui veulent acheter, il y a un plafond de revenus, et en même temps, on a mis, les promoteurs ont misé sur des grandes surfaces, T3, T4, donc le prix de revient, effectivement, est assez élevé, et donc, c'est un dispositif qui n'a pas marché. Les PLSA, il faudra peut-être voir s'il y a d'autres dispositifs, ou alors peut-être plus le consacrer sur des petites surfaces, des T1, T2, disons, pour lesquels on a besoin. Voilà. Mais c'est vrai, c'est sur l'accession sociale. Et il ne faut pas confondre les logements locatifs sociaux. Il est quand même dit. Vous avez raison de relever ce problème. Je sais bien, il est quand même clairement dit. Les gens on ne fait pas venir les gens qui travaillent sur le littoral à Levins, car la route est difficile et il y a environ 45 minutes de trajet. Alors, donc ça veut dire que dans les logements sociaux... Non mais c'est bon, ça va. Attendez, c'est bon, je finis par là, s'il vous plaît. Non, mais le temps de parole est largement... Ça veut dire, dorénavant, on va faire comment? Parce que vous m'expliquez que les logements locatifs sociaux, il faut qu'ils soient pour 20% pour les Levinsois et pour le reste pour des gens qui viennent du littoral. On nous explique sur le PLA. Quand ça vous arrange, vous dites une chose et quand ça vous arrange, le 3/4 des gens de demande, et on les privilégie, demeurent à Levins. Donc effectivement, il y a une frange qui ne monte pas à Levins, c'est vrai. Mais le 3/4, et quand on voit, je pense que Mme Perret ne dira pas le contraire, quand on voit les situations dans des logements privés qui sont loués à des prix vraiment insupportables, des personnes âgées qui doivent quitter leur villa parce que il n'y a plus avec des logements adaptés, je vous assure que les besoins sur Levins, c'est pas 100% de Levançois, mais 80% ça. Alors, je vous parle sur le terrain. Alors, et dans les 17 logements qu'on s'engage à construire par an pour les logements sociaux, on va avoir 17 logements pour des Levinsois. Mais demandez le venez consulter les dossiers de Madame de Grandy. Non, mais je n'ai pas consulté les dossiers de Madame de Grandy. On est en conseil municipal, on débat. La demande est là et on essaie d'y répondre. Et je vous donne déjà la loi SRU. La demande, elle est là. Vous nous avez expliqué au moment où le rivet s'est construit, la demande, elle est là, il n'y aura pas de problème. Là, on va partir sur les traverses. Vous allez nous expliquer dans 6 ans que là aussi, il y aura eu des erreurs de choix. Mais non, les erreurs de choix, ils sont construit des logements. On va mettre sur les marchés. Vous savez même pas où c'est le rivet. Allez voir les gens qui y habitent. Allez voir les gens qui habitent au rivet, madame. Encore ce matin, les gens sont venus vous remercier. Il nous manque 2 T4 pour des demandes de Levins. Bien. Alors, je vais vous donner un élément. Effectivement, le préfet a fait regarder. Pour nous, carencer, on a même été jusqu'à un moment donné, je pense que vous de Madame de Grandy, à peut-être dire la SRU ne s'adapte pas. Pour des raisons que vous soulevez. Non mais madame, sur proposition du préfet, on s'est fait retoquer par le préfet de région et on s'est fait retoquer, 2 communes se sont fait retoquer, le 20 septembre, disant que la nécessité que les études de l'État sur ce périmètre par rapport aux villes-centres est une nécessité impérative et que la loi SRU ne sera pas amendée de 25 à 20%, mais restera bien à 20%. La seule chose que nous avons obtenue, parce que le préfet s'y était engagé, c'est que pour les 2 ans à venir, nous ne sommes pas carencés, c'est-à-dire que nous ne payerons pas les 96 000 € moins les investissements que nous avons faits, parce que justement, le programme du Traverse est lancé et que le préfet l'a pris en compte. Voilà, madame, la réalité. Donc, alors, question, le programme des Traverses, les 135 logements, vont-ils être uniquement du logement social ou locatif? Mais non, parce qu'il y a une telle demande. Donc, ça veut dire qu'on est systématiquement sur un système exponentiel. On continue à construire du logement privé pour des gens qui n'en veulent pas, et on ne fait pas... Qui vous parle de privé? Il y a 60-40, on dit dans les... 60-40, il y a 60 privés et 40 sociales. Non, avec 60 privés, personne ne va vouloir venir. Mais de toute façon, 50-50, 60-40, c'est pas le propos. On construit des logements dans des immeubles dont personne ne veut. Écoutez, si vous avez financé des logements sociaux sans faire de logements privés, expliquez-nous comment vous faites. Attendez, il y a plein de gens qui peuvent le faire. C'est pas un problème. Ça s'est fait à Fos à l'époque, on faisait une maison. Oui, ça s'est fait à Fos à l'époque, on faisait une maison avec un petit jardin. Ça se fait dans plein d'endroits. 1, on n'est pas obligé de faire des immeubles. 2, on n'est pas obligé de faire du logement privé. Je veux que ce soit clairement dans le compte rendu que vous vous opposez au logement social.
Je veux que ce soit clairement écrit. Mais c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Oui, ça veut dire ça. Non, c'est absolument pas ce que j'ai dit. Allez. J'ai dit, vous m'expliquez qu'il y a besoin de logement social. Je dis, on est sur un système exponentiel. Sur le où à chaque fois qu'on construit du logement social, on construit encore du logement privé en immeuble dont personne ne veut. Vous n'êtes pas contre? Vous êtes contre ou vous abstenez? Alors, si vous êtes contre, qui est un contre? document pareil. Il n'y a aucun travail en amont là-dessus. Et on fait des erreurs au fil des années, les unes après les autres. Qui est contre? Non, Je vois que Mme Salas qui répond. Donc voilà. Donc vous vous opposez. Merci. Alors nous, on veut que ce soit noté aussi, Oui. c'est pas vrai ce que vous racontez, on ne s'oppose pas au logement social. C'est ce que j'ai entendu. Non, l'OSRU était peut-être pas adapté à Levin. Première chose. Deuxième chose, je dis qu'on est pour la construction de logements sociaux, pas locatif, pas la construction de logements privés ou de logements en immeuble. C'est quand même deux choses différentes. Mais de toute façon, on n'est pas là pour en débattre, puisqu'on ne nous demande jamais de participer au moindre travail de prospective sur la commune. Numéro transfert de la commune de Levin à la métropole Côte d'Azur sur la station d'épuration de la Kumba, constitution de servitude de passage, de canalisation, dans le cadre du transfert de la compétence assainissement, des affectations de l'assiette de l'ancienne station d'épuration. Donc nous avions jusqu'à présent pris la décision de mettre à disposition avec des baux amphithéotiques et avec retour à la collectivité s'il y avait un changement de destination éventuel. Aujourd'hui, les textes nous imposent, quand les métropoles construisent, exploitent et font par leurs frais, de mettre le terrain à disposition en propriété avec toujours la même clause. En cas d'arrêt, alors je vois mal comment on arrêterait les îles de l'eau ou la station d'épuration, mais si dans 50 ans ou j'en sais pas combien d'années on abandonne, le foncier revient à la collectivité. C'est ce que nous avons fait pour les lauriers roses, c'est ce que nous avons fait pour la coopérative et c'est ce que nous faisons maintenant pour les deux assiettes foncières de Fond de Ligné et de la Kumba pour la station d'épuration et la station d'eau, qui sera mise en service en octobre. Avez-vous des questions? Est-ce que vous avez déjà une vision de ce que vous allez faire des anciens terrains de Polonia? Nous sommes en discussion avec plusieurs associations et la métropole qui en est le propriétaire pour le moment, et il y a des demandes venant de la police nationale pour faire un centre d'entraînement, entre autres, et municipal. Polonia. Mais bon, c'est des discussions, il n'y a rien de... Voilà, il n'y a rien de bien concret. Effectivement, c'est une des conditions. On avait une offre de Veolia à un moment donné qui voulait faire un centre touristique, mais il n'est pas question de toucher au canal, de naviguer sur le canal, même un petit bateau électrique. Voilà, oui, les ondes avec. Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la délibération. Non, rien. 6, oui, l'eau et l'assainissement, c'est les deux mêmes. Voilà. Monsieur Frazot. Ah, moi je dis rien. La proposition de l'acquisition. C'est rapporteur, monsieur le Non, on était sur la 6 là? Et la 6, on est sur la 5. Oui, mais la 5 et la 6, l'eau et l'assainissement, c'est les deux mêmes. Non, c'est déjà fait la 6. La 6, c'est les deux mêmes projets. Non, mais j'avais juste une question. Oui, en fait. je vous en prie. Excusez-moi, on est pour, hein, c'est pas ça. Quel traitement il y aura de l'eau? Est-ce que c'est un traitement à l'ozone ou est-ce qu'on reste un traitement... Non, il n'y a pas de traitement à l'ozone, ils sont maintenant proscrits. Donc c'est un traitement par microfiltration et filtre à sable sur 2 lits différents et avec une autre pression qui seront mis en place. Donc pas de... Pas d'ozone. Exploration pour le trajet, tel que le conforme au Vigipirate. Et par contre, l'ensemble des canalisations et le revêtement intérieur des bassins seront refaits dans un appel d'offres à part. Il y a toujours de l'ozone à Nice, pourtant. Comment? Il y a toujours de l'ozone à Nice. Il reste encore de l'ozone à Riez, mais qui ne sert plus à directement passer sur le transport de l'eau. Donc on fait de l'ozone en sortie de bassin
Et ensuite, on repasse à un traitement en filtre à sable et à chlore. La rivière. Et c'est de plus en plus attaqué, l'ozone est de plus en plus Non, c'est juste qu'elle a très souvent un goût de chlore, l'eau de Lens. et on perd tout l'effet de la qualité de l'eau en chlorant en sortie pour le transport. Ah oui, oui, c'est ça. Donc, a priori, on devrait perdre ce goût chloré de l'eau. Comment? On devrait perdre ce goût chloré de Non, l'eau. on ne perdra pas. On le gardera. C'est pour le transport. Alors, les doses seront certainement restreintes puisqu'on réduit. On avait un très gros problème de la vieille canalisation en croissant qui poussait de l'eau déjà stérilisée à l'usine en bas et qui montait sur une très vieille canalisation pour aller au bassin. Donc là, on poussera à partir de l'eau brute du canal jusqu'à l'usine qui se trouve à fond de lignée et ensuite on poussera de l'eau propre sur de nouvelles canalisations et de nouveaux bassins, des revêtements nouveaux dans les bassins de stockage. Pourquoi le choix de Fondligny? Parce que c'est une propriété à nous, que ça partage le trafic en deux, le trajet en deux, sans remonter par la colline et en revenant. Donc en termes techniques, c'est intéressant d'être là. Tout à fait, on divise par deux la consommation C'est ce que je pensais, mais bon, c'était Tout à la fait. question aussi. On divise par deux, et surtout on pousse sur la grosse partie du trajet, on pousse de l'eau brute. Et Oui, si oui, vous bien avez sûr. une fuite, vous avez une fuite sur de l'eau brute. Complètement. Oui, Mais par contre, on a pris la décision, et les bureaux d'études ont pris la décision, c'est assez exceptionnel quand même, de rester en gravitaire, c'est-à-dire qu'en cas de coupure, de problème, Levins, c'est une partie de l'ancien canton de Levins, et une partie de Nice serait alimentée par de l'eau sans énergie, en gravitaire. Voilà. Ce qui n'était pas évident, parce qu'à l'origine, ils ne voulaient pas remonter, ils voulaient pousser directement. Je voulais faire juste une aparté qui n'a peut-être rien à voir, mais juste pour savoir, cette eau qui a la colline, là, qui fuit sans arrêt, le château de l'eau, là, qui... À quel endroit? Au pied du château. Mais ça, c'est l'eau des fontaines. C'est l'eau de fontaine et des réalisations de fontaine, et qu'il y a une surverse qui se trouve sur le terrain de M. Sins, qu'en principe, on limite, puisqu'on a mis sur Fumpench des systèmes d'arrêt par flotteur lorsque le bassin est plein, parce que ça a aussi coulé sur la piste du Ferrion. On n'a pas encore mis ces équipements à Trébossier, on est en train de transférer cette source qu'il faut qu'on régule. Et dans les travaux que l'on fait, on change les canalisations aussi de l'eau communale. Mais ces derniers temps, on avait plutôt des difficultés de ne pas avoir suffisamment d'eau. Là, en ce moment, là? Oui. D'accord. Je vais regarder parce que ce n'était pas le cas. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps que ça coule. Il y a un mois ou deux, pas plus. Non, mais avant, ça coulait. Dans l'hiver, il y avait plus là-bas, mais là, on avait arrêté. Je pensais que ça coulait plus. Les travaux qui ont été faits en dessous. Alors, j'ai pas été voir cette semaine. Hein. Non, mais si. Non, mais cette semaine, il ne s'est rien passé. Pas l'été. Pas l'été. Ça veut dire en mois. Je vais regarder. On sait faire. Je crois que ça a été dit, ça a été fait, ils sont venus, enfin, il n'y a pas de solution. Oui, on a fait plusieurs choses. On a changé une partie de la canalisation qui fuyait, mais on n'a pas de... D'habitude, on ferme l'hiver, mais c'est vrai qu'on a des soucis entre la fontaine des traverses et l'ancienne fontaine agricole, donc on a coupé le réseau des fontaines dans la partie basse pour le moment, en attendant des travaux qui vont se faire sur la canalisation. Mais je vais faire regarder quand même. Parce que les sources sont très très basses. Les deux sont très très basses. Ouais. Ok, on a mis, là j'ai perdu le pied. La 7. Alors, question numéro 7. Oui, c'est moi qui l'ai présenté. Il s'agit d'acquérir le local du U et l'ensemble des câbles et des surplombs qui sont sur l'arrière. C'est une erreur de plume. Ouais. C'est pas grave. Alors, nous avions regardé il y a 20 ans environ, dans la première municipalité, avec M. Frazo d'ailleurs, de se porter acquéreur de l'ensemble des biens de la voirie Malocena au moment où ça se passait pas bien et où il y avait des transformations. On ne l'avait pas fait parce qu'il y avait des problèmes dans les logements, il y avait aussi des problèmes budgétaires et nous sommes devant des contraintes permanentes. Tout est imbriqué, tout est mélangé et notamment le dégât des eaux qu'il y a eu qui a fait qu'on a fermé le bar des Trois Amis,
les caves en dessous, le surplomb arrière avec la sortie de secours du U qui était à l'ancienne église sont de nos propriétés. Les caves en dessous sont moitié à nous, moitié à eux. Pour vous donner un ordre d'idée, le fût à bière du bar, il est chez Malo, et le ballon d'eau chaude de Malo, il était chez nous à l'époque dans les caves en dessous. Donc il y a un imbroglio assez important. Les caves sont très importantes, on n'en fera rien, je vous assure, même pas du stockage, parce que c'est terrible pour aller mettre des choses à l'intérieur et ressortir, et un accès coûterait très cher. Sur la face arrière, pour ceux qui voient, il y a un escalier qu'on a fait en catastrophe pour permettre l'utilisation de la salle de l'ancienne mairie à l'époque, et en même temps de permettre la fin de vie de l'établissement Malo Sénat et ensuite l'ouverture de la grande distribution, parce qu'il n'y avait pas de sortie de secours sur l'arrière. Donc si vous regardez, ils ressortent par chez nous et ils redescendent à l'arrière. Les Malocénats sont revenus nous voir d'abord pour les caves, parce qu'on avait des problèmes de canalisation, on avait des problèmes d'évacuation, on avait pas mal de problèmes. Le prix n'était pas du tout abordable, ne serait-ce que pour les caves. Et puis, il y a quelque temps, ils sont revenus nous voir pour nous dire, ben voilà, nous on a les appartements qui ont été vendus en copropriété, on garde cette partie-là, mais tout ce qui est la place, alors il faut savoir que toute la partie WC, toute la partie aération entre le U, le bar et tout ça est mélangé sur des évacuations, sur des canalisations et qui nous pose des problèmes. Donc le fait d'acquérir cette partie nous donne tout le rez-de-chaussée de cet immeuble jusqu'à la cage d'escalier et nous permet surtout de travailler sur un espace pour maîtriser ce qui se passe sur la place. Le montant est de l'ordre de 250 000 €. Nous regardons comment réaliser un emprunt. Les revenus couvrent très largement, puisqu'on sera largement bénéficiaire, on aura un solde très positif, puisque le bail du est de l'ordre de 18 000 € et le bar, dont nous venons de re-signer pour 3 ans, est de l'ordre de 6 600 € an. C'est annuel, c'est annuel, oui, bien sûr. Et donc la charge d'emprunt, ça fait un revenu de 24 600 € pour une charge financière de 14 000 €, 14 600 € exactement. Donc voilà, ça nous permet de voir venir, de regarder, de maîtriser, d'être propriétaire et de voir, on ne sait jamais le cas échéant, le U devrait partir, le bar d'à côté est à la vente, il n'est plus vendu. Donc nous maîtrisons la totalité de ces surfaces. Avez-vous des questions? Pourquoi 250 000 €? Parce qu'il y a 240, hein. 240, mais on a fait un emprunt de 250. Non, mais c'est 240. C'est 240 le prix, et on fait un emprunt de 250 pour inclure les frais de notaire et toutes les... Moi, je veux savoir pourquoi ils vendent. Parce que les Malos se séparent de tout leur foncier, voilà, et y compris le terrain et tout. Les Malos branche Vivia. Oui, oui. Voilà, absolument. Avez-vous d'autres questions? Je pense que c'est une belle opération pour la collectivité. Au mètre carré, c'est pas cher. Voilà, c'est pas cher au mètre carré. Et c'est M. Sens qui a simulé avec l'administration des domaines pour en arriver là. Bravo. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie de votre confiance et c'est vrai que c'est un élément important pour la place du village. Une délibération concernant le coupe de bois relevant du régime forestier de Transpy sur 2 sites que vous devez bien connaître. Le premier est la porte de Castellar, c'est-à-dire sur la partie haute avant d'arriver à l'antenne et où il y a les sérènes qui ont bouché là, les scènes. Les scènes, c'est la première partie difficile. Il y avait la dernière coupe qu'il y a eu à Levens, elle a eu juste avant, et elle s'est faite quand on est arrivé. Elle était dans le plan de gestion, c'est pas nous qui l'avons appliquée. Elle s'est faite quand on est à la baisse des dragons, toute la montée, ces grands pins qui étaient là, qui ont été coupés. Et la deuxième chose qui est importante à faire parce qu'il y a un dépérissement énorme, c'est toute la crête qui va
de la vigie jusqu'à la chapelle sur l'arête. Tous ces grands pins qui sont là, qui étouffent complètement la Renaissance. Et si vous regardez le Ferrion, il est jaune au printemps par toutes les herbes qui fleurissent et qui ne permettent plus le renouvellement de ces espaces. Donc l'ONF, qui a la gestion, puisqu'on est concédé, nous a fait ces propositions. Alors c'est pas avec ça qu'on va devenir riche, d'autant plus qu'il faut encore trouver des preneurs sur les coûts, mais en tout cas, je vous propose ce soir d'accepter ces deux coupes de régénérescence des deux côtés. Alors pour vous donner un ordre d'idée, quand vous montez, avant d'arriver à la baisse du Dragon, dans la dernière ligne droite, sur le côté, il y a des cèdres qui ont été plantés. Et puis de l'autre côté, c'est tous les cèdres qui sont venus de par les cèdres qui sont à côté de l'antenne. Il y en a qui ont été plantés quand même. Ah oui, toute la ligne droite, plus ceux qu'on a plantés, nous, dans la chapelle. Oui, la chapelle, oui, bien sûr. Voilà, et là, toute la ligne droite, ils ont été plantés sous la piste. Oui, Sous la piste a été plantée. Et sur la piste, c'est de la repousse naturelle venant des pommes de pin et des gros cèdres qui sont sur la pointe, où il y a l'antenne. Juste à l'antenne, si vous avez l'habitude, le sentier y passe quand on en colle, et là, il y a une grande forêt, pas aussi belle que celle de la chapelle Saint-Michel, mais il y a une belle forêt de très gros cèdres, et c'est ceux-là qui ont essemé, et donc aujourd'hui c'est très important, et vraisemblablement il faudra faire une coupe parce qu'ils sont trop serrés. Alors en fait, c'est quoi? Parce qu'il y a, là dans les noms, on voit taille d'amélioration, taille de régénération, reprise, il ne s'agit surtout pas de faire des coupes à blanc, quoi. Non, c'est pas des coupes à blanc. Parce que ça pas les marquages ont commencé, alors je ne suis pas allé voir les marquages, mais les techniciens sont venus nous voir. Les marquages sont commencés sur la première zone. Voilà. Et donc, on sortira les bois et on les descendra vraisemblablement pour du bois, non pas de façon, mais du bois appelé. Et donc, il restera des arbres quand il n'est pas. Ah oui, non, c'est pas une taille à blanc, bien sûr. Non, c'est loin d'être une taille à blanc. Alors, c'est vrai que quand on va le voir, si vous allez maintenant entre la photo et quand c'est coupé, c'est toujours choquant. Mais cette taille de régénération est très choisie pour laisser repartir. La question sur EM en prise, parce que dans les noms qui sont donnés, là, en fonction des parcelles, bon, il y en a une, il y a marqué régénération, l'autre, il y a marqué amélioration, et les deux autres, il y a marqué en prise. Donc on se demandait si en prise, ça ne voulait pas dire. Ça n'est que 20 mètres cubes. Donc, non, mais ça va mais oui, c'est une toute petite coupe. Hein. C'est vraiment. Non, par contre, il y a 111. En prise, c'est sur un espace donné. Il y a un certain nombre d'arbres et ils font la décision d'en enlever un certain nombre. C'est ça l'emprise végétale pour permettre la régénération de la forêt. Donc l'emprise c'est pour de la régénération, d'accord. C'est possible pour la régénération. Oui, tout à fait. Mais là, ils coupent et parce que la régénération, il y a déjà des pousses en dessous qu'ils enlèvent pour laisser qu'elles trouvent de la lumière et qu'elles puissent se pousser. Par contre, régénération, les 111 mètres cubes là, sur 3 hectares 15. Ça fait un peu peur, quoi. Non, 100 mètres cubes, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Non. C'est de très gros arbres. C'est de très gros arbres. Parce que, quel est le constat qui a été fait? Cette forêt n'avance plus. Il y avait deux solutions. Soit on laissait tomber, pourrir sur place, et nous on a quand même une concession de pâturage, on a dit Natura 2000 un peu plus haut, et donc la décision de faire vivre la forêt quand même. Et l'ONF. Après, il y a deux choix. Il y a deux choix, oui, il y a un choix qui est. Ce qui en soi est intéressant aussi. Il y a un choix de laisser pourrir sur place quand ça tombe. Mais on a quand même deux. Si vous remarquez, chaque fois c'est sur des sentiers, donc quand même c'est un peu problématique. À qui ils appartiennent ces terrains? À la collectivité. Ah bah oui, sinon on poserait pas la... Non, mais il y a des questions. Oui, c'est la collectivité, bien sûr. Et ils sont concédés. Comment? Et ils sont concédés. Je suis là. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Il n'y a pas de questions et le conseil est terminé. Merci.